Bon, alors donc, je suis avec un économiste italien qui habite Paris depuis longtemps, David. Et donc, en tant qu'économiste, la notion de prévision, de cycle, est quelque chose que tu as rencontré, qui t'est familier. Oui. Même si tu n'es pas spécialement intéressé par l'astrologie, tu es intéressé en tout cas par la notion de prévision, de cycle, des choses qui reviennent régulièrement, de récurrence, de retour. Alors, où en est, est-ce que l'économie, toi tu fais l'économie depuis combien? Depuis 40 ans? Enfin, je sais pas, est-ce que la science économique, depuis que tu la fréquentes, depuis tes études d'économie... Pas 40 ans, mais 20 ans. Bon, enfin peu importe. Est-ce que la science économique, actuellement, est capable de prévoir ou d'annoncer certaines choses? Et d'après quelles règles et de quelles lois est-elle en mesure de le faire? Dans la situation actuelle, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle très important. L'économie, l'écologie et la géopolitique aussi. Donc, on est en train de vivre une nouvelle époque, donc l'époque du tout marché est en train de finir, parce qu'il y a un conflit, après la chute du communisme, il y a dans ma lecture un conflit palaise entre économie et écologie. Donc, comme a dit un auteur, le plus grand fiasco qui a produit l'économie des marchés, c'est la pollution. Donc, et commence, les économistes, la science économique commence à s'intéresser de plus en plus de l'écologie parce qu'il y a des coûts. Il y a des coûts. Et vous savez que la science économique s'intéresse seulement quand il y a des coûts. Donc, les coûts écologiques maintenant deviennent de plus en plus lourds jusqu'à menacer l'activité économique elle-même. Donc, est fini les cycles de 30 glorieuses, vous avez parlé tout à l'heure des cycles, est fini les trentenaires de l'époque Reagan. Et avec Obama, le nouveau président des États-Unis, on va entamer un nouveau cycle de l'économie et écologie, donc soi-disant le développement durable, soi-disant, moi je ne crois pas tellement, de toute façon, c'est une façon de ne pas condamner l'économie tout de suite, donc de prolonger un petit peu avec quelque espoir l'activité économique, mais déjà il y a pas mal d'études qui mettent en relation la conflictualité entre les marchés et la nature. Mais alors, est-ce que... c'est intéressant, il est sorti un très beau livre maintenant, de Kemp, un journaliste qui s'occupe de l'écologie, qui avait sorti du capitalisme pour sauver la planète. Un cycle, ça passe par quelle phase? Est-ce que vous avez des phases successives? Je viens de les mentionner. On a eu l'après-guerre, les 30 glorieuses, 45 et 75. Mais quelle est la logique de... Après les 75, les 30 glorieuses, les 30 réganiers, de la réganomique. Et maintenant, on est dans un nouveau cycle qui est tout à découvrir, parce qu'on ne sait pas, que... on est en train d'étudier Mais est-ce que par exemple on peut dire que l'on revient à est-ce que par exemple la référence à 1929, est-ce qu'elle est pertinente? Non, non, parce que 1929, il y avait une crise très violente. Du point de vue économique, oui, mais il n'y avait pas la crise écologique. Ici, c'est bien plus grave, pas tellement du point de vue économique, parce qu'il y a trois crises en même temps. Il y a une crise sociale, une crise économique et une crise environnementale. Donc, les années 30, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas la crise environnementale. On pensait que l'environnement est éternel, donc on pouvait l'exploiter sans limite. Donc, c'est... Avec les restrictions environnementales, c'est beaucoup plus grave la crise actuelle. Enfin, dans l'immédiat, le problème ne se pose pas de cette façon. Comment? Dans l'immédiat, immédiatement, les gens, les questions écologiques ne sont pas dans l'urgence absolue, du moins pour la plupart des gens. Oui, mais... au contraire, la crise économique fait reculer les questions écologiques. Non, pas tellement, parce que vous voyez, dans la Namibie, il y a eu des inondations,
Et puis, cette crise écologique, on ne peut pas savoir si ça peut précipiter avec un effet domino tout du coup. Hein. Donc, on ne peut pas savoir. Et vous voyez, l'Italie a un tremblement de terre. Ah oui, ah bah oui, mais ça il y en a toujours eu des donc, tremblements. il bloque l'activité économique avec des milliards de dégâts. La Californie est sécheresse. Je viens d'écouter une conférence que le fleuve Niger il a la moitié des débits des eaux. Donc, la situation est assez préoccupante parce qu'il s'agit de. Et puis, il y a la pollution de l'eau. Hein. Le drame encore écologique actuel, c'est qu'il y a la pollution de l'eau. Que l'eau est la première source de vie, la première source économique aussi. Donc, on est dans une phase incertaine, on passe de toute façon comment définir cette phase actuelle, que le tout marché, il a fait un fiasco énorme, donc il y aura quand même l'économie du marché, il y aura toujours, mais bien administrée. C'est la peine de la Reaganomique, bref. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que dans quelques années, on reviendra au système antérieur. Comment? Combien de temps va durer cette période actuellement? Est-ce que c'est une crise? On ne peut pas prévoir. Donc, comment tu peux savoir si la situation actuelle va durer 2 ans, 3 ans, 10 ans on ne peut pas prévoir parce qu'il y a un facteur explosif, que c'est la montée du chômage au niveau planétaire. Donc, ça, c'est pas comment ça va se passer. Donc, il y aura certainement une plus grande interventionnisme de l'État sur l'économie. Ça, c'est clair et net. Ah bon, c'est irréversible, ça. Comment? C'est irréversible. Irréversible, si. Avec irréversible pour plusieurs points de vue, parce que la crise écologique impose une intervention étatique, le chômage impose une intervention étatique aussi, l'explosion des inégalités même au sein des pays riches impose une intervention étatique, et vous voyez la violence des banlieues de plus en plus jamais vu. Il y a des jeunes qui sont armés dans les banlieues, on est au poil de la révolution, bref. Donc, ça, c'est dans l'intérieur des pays riches. Si vous considérez tous les pays pauvres, l'Afrique sont 1 milliard de personnes qui sont dans la pauvreté extrême, donc il peut venir. On ne peut pas savoir, on ne peut pas prévenir. La seule chose qu'on peut prévenir actuellement, c'est qu'il y aura une intervention étatique de plus en plus forte, et espérant qu'elle va un petit peu rendre plus souple la crise. Voilà. Oui, mais cette intervention étatique, elle va durer combien de temps? Parce que la crise, du point de vue strictement économique, la crise du point de vue strictement économique est due à un déficit de pouvoir d'achat. Vous savez, si vous n'avez pas de l'argent, vous ne sortez pas, vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez pas manger la pizza. Donc, la politique de Sarkozy, pour être en France, des cadeaux fiscaux aux riches, qui a donné 383 000 euros aux riches, et donc dire les caisses de l'État sont vides, il a financé les banques. Ben, il a fait une erreur grave, que l'économie capitaliste marche, quand il marche, les derniers des Français, il a un pouvoir d'achat. Il va consommer sa bière, il va sortir, il va acheter les chaussures nouvelles, etc. Et étant donné que la société capitaliste est une société polluante, c'est une société de consommation. Consommer, ça veut dire polluer. Donc, si on arrête la consommation, la crise, on ne sortira pas dans la crise. Donc, la seule chose, c'est, comme ils ont commencé à faire aux Antilles, de donner des 100 euros à tous les Antillais, et augmenter le pouvoir d'achat pour reposter l'économie, pour faire retourner la consommation. Les acteurs principaux de la société du marché sont les consommateurs. Donc, et considérer que si tout le monde arrête d'acheter l'hamburger ou la canette de Coca-Cola, sont des gens de pieds d'argile, ils vont faillir dans une semaine. Donc. Oui, mais enfin, il y a toujours plusieurs... Donc il faut une politique, bref, des redistributions. Oui, mais il y a toujours plusieurs solutions et des alternatives. Il y a des alternatives au niveau économique, politique. Il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas un seul remède. Il y en a plusieurs, bien sûr. Bon, et des remèdes qui ne sont pas, qui se succèdent ou qui alternent. Donc, à une certaine époque, on dit le remède c'est ceci, et à une autre époque, on va dire autre chose. Oui. Donc, il ne faut pas être obnubilé par ce qui se passe actuellement. Il faut voir quelle va être l'évolution de la situation, comment ça va évoluer. Imprévisible.
Alors, comment la question qu'on peut dire, il y aura une intervention étatique. Vous parlez de quoi? Mais après, non, vous dites par exemple, il va y avoir une intervention étatique. Et après, qu'est-ce qu'il y aura? Et après, il y a toujours cette... Ah mais non, il y a toujours quelque chose après. Et ça, Il y a toujours un cycle. Si je vous dis par exemple, monsieur, voilà, si je dis David, par exemple, vous allez dormir. Après, vous allez vous réveiller. Et puis après, vous allez redormir. Donc, il y a toujours un après. C'est ça, la cyclicité. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas dire, il va y avoir ça, et puis après, ça s'arrête. Non. Ah, là, l'après, il dépend strictement de la nature, c'est le point qu'on est. Si la nature se calme, les règlements se calment, si c'est vraiment l'environnement retrouve l'équilibre, il peut continuer. Non, il y a l'être humain aussi qui change les solutions qu'il propose. Il y a des solutions subjectives. Les solutions proposées ne sont pas forcément liées à la réalité. Il y a, par exemple, par rapport à la même réalité, les gens proposent des solutions différentes. Donc c'est pas la réalité qui détermine les solutions. C'est à un moment donné, il y a telle solution qui s'impose pendant un certain temps, et puis après, on passe à une autre solution, à une autre formule. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, moi, je pense que, en tant que psychologue... Oui, non, mais moi, je ne vais pas parler de Nostradamus sur cette question. Mais en revanche, au niveau de la théorie des cycles, et au niveau astrologique, je dirais que il y a des périodes que ce qui est prévisible, ce ne sont pas les événements, ce sont les solutions proposées aux événements. Oui, ça c'est intelligent. C'est-à-dire que la diversité, les faits sont extrêmement divers, mais par contre, il peut y avoir une convergence sur les façons dont on doit gérer ces faits. Et donc, on peut dire, par exemple, à une certaine époque, tout le monde va être d'accord pour faire ça. Oui. Bon. Et puis, à notre époque, pas parce que les choses auront changé fondamentalement, à une autre époque, on ira chercher la solution dans une autre direction. Oui. Et puis à une autre époque, on reviendra à la solution antérieure. Il y a une cyclicité des solutions. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un modèle cyclique. Vous n'avez pas de modèle cyclique. Non. Vous ne pouvez pas dire, voilà, il va y avoir un moment A, telle solution. Je ne suis pas un spécialiste des cycles. Hein. Non, ça se voit. Moi, je suis économiste, anthropologue, plutôt. Je ne suis pas oui. spécialiste. Mais de toute façon, l'économie capitaliste a toujours marché par cycle. Mais justement, quels sont les cycles de l'économie capitaliste, monsieur Castillo? Il y a des cycles de décroissance, pouvez-vous nous en parler rapidement, puisque vous connaissez, même si c'est des questions que vous avez apprises, c'est des questions de base, ça, pour nos auditeurs. Il y a eu les périodes des années de l'après-guerre, qui est une période de boom économique, un grand cycle d'expansion. Après la Deuxième Guerre, mais là c'était une période de reconstruction, donc le plan Marshall. On ne peut pas comparer aujourd'hui parce que c'était. D'abord, je parle de beaux pays d'Italie, on est passé d'une civilisation strictement agricole à une civilisation industrielle. Donc il y a même des auteurs comme Pasolini qui ont écrit des livres. En France aussi, il y a des auteurs, Bédard, il me semble, qui ont livré la peine de l'agriculture paysanne. Donc, c'est normal que d'un pays qui, comme aux États-Unis même, il y avait un pays, la Ford, le Fordisme, le Taylorisme, là. Il y avait un pays qui Ford disait, il faut motoriser 300 millions d'Américains. Oui. C'est facile de croître, comme les données de la Chine. Quand tu n'as rien, de croître, c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est plutôt une crise de saturation. Ah, justement. Entre autres choses. Donc, c'est plus pour sortir de la crise aujourd'hui, par exemple, je parle de la Fiat, je suis plus près parce qu'elle est à Tourelle. Il faut développer des modèles haut de gamme. Après l'Italie, on est arrivé à la voiture à 55 millions de personnes qui ont toute la voiture. Donc, on ne peut pas penser comme à l'époque de Ford qu'il n'y avait pas de voitures. Donc. Mais le problème aussi, vous parlez d'écologie, la voiture individuelle, ça s'oppose à l'écologie. Donc il y a une contradiction. Ça, c'est notre problème très grave. Il y a une contradiction. On ne peut pas vouloir développer l'industrie automobile et vouloir régler les problèmes écologiques. C'est la façon de penser qu'on avait à l'époque du Fordisme. On pensait que la planète était infinie. Donc, on a vu carrément que l'Amérique envoie un live n'est pas extensible à tout le monde.
Et il y a un auteur qui s'appelle Snob qui a dit dès que la Chine et l'Inde, il appelle maintenant la Kindie. Ah oui, La Kindie, ils auront adopté des modèles la occidentaux. Chinde. Des modèles de vie, de consommation occidentale, y compris la consommation de la viande. Méfiez-vous que le steak est pas 18 litres d'eau. Donc il y a un certain... Je vais vous poser une question justement. Et ce sera la catastrophe. Donc, Je vais vous poser une question concernant la géopolitique justement. Est-ce que vous pensez que l'Europe va perdre... Enfin, est-ce que vous pensez que la Chine et l'Inde vont devenir dominants au cours du XXIe siècle, ou est-ce que l'Europe va garder encore un certain nombre d'atouts et l'Amérique, enfin, est-ce qu'il va y avoir une répartition, il va y avoir un changement dans les acteurs principaux économiques? Dominant ne sera plus, le discours dominant va finir, et Obama l'a bien compris. C'est un monde multipolaire. L'Europe ne va pas finir, parce que l'Europe est le berceau de la civilisation et la première puissance économique au monde. Et une puissance économique est une arme militaire. Ça, les prophètes. Oui. Le problème de l'Europe, c'est ça. La première puissance du monde, ce ne sont pas les États-Unis, c'est l'Europe. Donc, c'est les berceaux de la civilisation. Moi, je crois personnellement que les civilisations anciennes, ils ont toujours quelque chose à Donc vous proposer. n'êtes pas hypnotisé par l'importance de la Chine et de l'Inde, en fait? Non, pour des motifs. La Chine marche très bien, un régime qui... C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que le capitalisme est réglementé, parce que la Chine c'est un modèle communiste avec des possibilités d'expansion du marché capitaliste. Mais il faut dire les choses comme elles sont, la Chine est une économie réglementée, n'est pas une économie régalienne, n'est pas une économie de tout marché libre. Donc il y a un progrès épouvantable, mais il faut dire que ce sont le développement de la Chine est dû à deux facteurs. Un premier facteur, des salaires très petits, très bas. Un Chinois gagne 20 € par mois, qui fait les chaussures vietnamiens, je ne sais pas si vous. Un Vietnamien qui fait les chaussures pour la Nike, qui gagne 20 € par mois. Et le deuxième facteur est qu'il a copié énormément, pratiquement le développement de la Chine, c'est favorisé par la délocalisation. Donc le fait de délocaliser, en vertu du fait qu'on paye les ouvriers seulement 20 € par mois, et on a donné gratuitement à la Chine et au Japon aussi. Tout le développement du Japon était des photocopies Jante et Charbon, des brevets américains. Donc on a donné à ces pays-là des brevets, des savoirs gratuitement, avec l'excuse de la délocalisation. Donc, si vous produisez au Vietnam les Nike, vous donnez toute une série de savoir-faire. Et donc, à un certain moment, la Chine a élaboré ses savoir-faire et a eu un développement autonome, c'est ce qui fait faire aux États-Unis, mais dans l'Occident. N'oublions pas que la Chine a eu la première qui a eu est déjà allée dans l'espace, donc la troisième puissance spatiale au monde. Donc, il commence à élaborer ses savoir-faire, et peut-être qu'un jour, des avances aussi. Pourquoi pas, parce que, Alors, qu'est-ce que vous pensez, David? De toute façon, la technologie n'est pas un apanage seulement de l'Europe ou des États-Unis. Tout le monde peut arriver à un niveau technologique très élevé. Regardez la Chine, regardez l'Inde, la région de Bangalore, l'Europe et l'ordinateur. Et donc, il n'y a pas une exclusivité occidentale au développement. Moi, je crois que plutôt à la stratification culturelle. L'Europe restera toujours... ce n'est pas parce que je suis européenne, mais elle restera toujours supérieure parce qu'il y a l'histoire derrière. Elle est supérieure aussi aux États-Unis, parce que les États-Unis sont pays nouveaux. On ne peut pas comparer un continent qui a une histoire millénaire, les civilisations grecques-romaines et tout ça, avec des peuples jeunes. Donc, du point de vue culturel, je parle. L'Europe sera toujours... on respirera toujours une autre air ici que dans les pays nouveaux. Alors, je vais vous poser une question. Ça, je dis avec une petite pointe d'orgueil. D'accord, oui. Alors, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous pensez, David, de l'astrologie? Parlez-en calmement, franchement. Comment vous représentez ça? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? D'abord, je vous paie tous les livres les autres jours.
J'aurais pu avoir une connaissance. Non mais d'accord, mais vous-même, qu'est-ce que vous avez développé comme idée sur l'astrologie au cours de votre formation intellectuelle? L'astrologie, c'est une science très ancienne, Justement. qui était très développée avant la civilisation industrielle. N'était pas rare en Italie, par exemple, je ne sais pas en France, mais regarder la lune avant de s'aimer, avant de couper les arbres, et tout ça. L'attraction lunaire est prouvée scientifiquement, par exemple, qui exerce un pouvoir très fort sur la cultivation. Par exemple, si tu mets une bouteille de vin avec la lune croissante, le vin devient pétillant. Donc, sans besoin d'ajouter de l'anhydride carbonique. Donc, c'est la civilisation industrielle avec tous les moyens chimiques qui a un petit peu passé l'astrologie. Un rôle très important, surtout pour ce qui concerne la lune, parce que tous les phénomènes des marées qu'il y a dans la Normandie, etc., c'est la lune qui exerce ça. Même l'accouchement des femmes. Donc, puis, dans les temps anciens, c'est pour ça que je sais, il attribuait par exemple les pestilences, la fatale conjunction de Jove avec Saturne, tout ça, à la lumière des jours actuels, n'a plus aucune valeur, parce qu'on a découvert la théorie microbienne, avec Pasteur, etc. Et de toute façon, ça n'empêche pas la scientificité de l'attraction lunaire, qui a la preuve des marées. Donc, on ne peut pas dire ça, c'est pas question de croire, on est obligé de croire. Là, il y a vraiment une attraction Terre et Lune. Pour ce qui concerne la date de naissance, vous voulez dire. Par exemple, oui. Peut-être qu'effectivement, il y a un caractère. Hein. Moi, je suis né en août, je suis exubérant, je suis purement de la vie, je suis plus, je dirais, exagéré et tout, peut-être. On est né sous le signe du soleil par rapport à quelqu'un qui est né en novembre, qu'il y a la pluie, etc. Là aussi, peut-être qu'il va influer dans l'esprit. Moi, je ne suis pas tellement. Je crois à ça. Hein, et tous les gens qui sont nés en août ils ont une autre vision de la vie que quelqu'un qui est né en octobre, novembre. Votre copine, la Janine, elle est née quand? D'abord, elle est dans un pays tropical, Guadeloupe, donc il n'y a pas ce décalage qu'il y a ici. Je vois, par exemple, mon frère qui est né en octobre, il a tout un autre caractère. Ah oui. Nous avons les lions, par exemple, il a un enthousiasme pour tout. N'importe quoi, n'importe que j'ai peut enthousiasmer. Et par contre, les autres sont plus calculateurs, sont plus. Je crois que c'est l'influence du soleil. Là aussi, c'est une influence très forte. Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont plus d'influence sur la planète Terre. La preuve en est, sans soleil, il y a des fruits qui ne poussaient pas. Donc, dans les régions arctiques, on ne peut presque pas faire l'agriculture. Donc, il faut effectivement. Oui, mais c'est pas vraiment de l'astrologie, ça, voyez-vous. L'astrologie, c'est pas la chaleur du soleil, ou c'est aussi les planètes, c'est les étoiles. Là, c'est vraiment, c'est tout l'univers, c'est connu pour moi. Mais qu'est-ce que c'est pour vous pourriez-vous nous dire ce que c'est pourquoi l'astrologie n'est-elle pas une science, par exemple, à votre avis? Pourquoi l'astrologie est-elle ou non une science? D'après votre idée de ce que c'est qu'une science, justement. Est-ce que l'économie est une science? Est-ce que l'astrologie est une science? Oui, il peut être une science. Oui. Comment? Il peut être une science. Une science? Oui, surtout à nos jours, il y a un développement très fort des connaissances avec les nouvelles fusées, les satellites. Ils ont découvert toute la planète de Mars et tout ça. Donc, il peut être une chance. Une chance qu'Infiri n'est pas encore développée, mais il a de bonnes chances avec à fur et à mesure que les moyens technologiques vont progresser, de devenir de plus en plus perfectionnés. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais actuellement. Maintenant, ils ont découvert presque toute la surface du Mars. Hein. Oui. Donc, je ne sais pas ce que ça apportera, mais de toute façon, disons, les moyens de l'homme actuel ne sont pas si puissants par rapport aux distances sidérales qu'il faut parcourir. Parce que le Soleil, c'est seulement une étoile, mais il y a des millions d'étoiles. Donc, au-delà de la galaxie du Soleil, il peut y être des autres planètes pleines de vie, de belles vallées, des fleuves.
Et donc, bah, Et qu'est-ce que vous pensez, alors, pour changer? c'est bien pour eux qu'on ne va pas les coloniser, parce qu'on va les polluer. Qu'est-ce que vous pensez de Nostradamus, par exemple, et des prophètes? Vous pensez que Nostradamus peut, les centuries, les quatrains de Nostradamus, ça peut avoir un intérêt? Oui, oui, oui. Moi, j'y crois personnellement à la prophétie, j'y crois. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Bah, un prophète, c'est un médium, quelqu'un qui est sensitif, quelqu'un qui peut prédire l'avenir, prédire des choses. Pourquoi pas? Ce sont des personnes dotées d'une spiritualité particulière qui arrivent à percer la barrière d'espace et du temps et arrivent à prédire des choses. Par exemple, Janine, il avait un parent qui avait prévu des choses dès qu'il était petit. Ah oui? Donc, je ne vais pas dire quoi, parce que c'est privé, Non, mais non. il avait prédit des choses. Et donc, ce sont à mon avis, des personnes douées d'une sensibilité et d'une spiritualité particulière. Et pas tout le monde peut faire ça. Il nécessite même un certain exercice et d'entraînement, de toute façon, sur les notes naturelles. Ou voyant la personne, je peux faire une prévision sur votre vie. Mais je ne la fais pas être correct, mais. Vous êtes capable, vous, de faire ça? Bah, je peux donner mon point de vue, Oui. je sais pas. Mon point de vue, disant qu'est-ce que vous sera de vous dans les prochaines 20-30 années. Et comment vous aurez une idée de ça? Hein? Comment ça, à niveau épidermique, ça vous voir comme ça. Ça vous est déjà arrivé, c'est de parler aux gens de leur avenir comme ça? Je n'ai pas parlé, mais je l'ai senti sur moi. Moi, personnellement, dans ma vie, il m'est arrivé c'est qu'on dit en Italie, on dit les âmes qui te parlent, l'esprit qui te parle. Oui. Il m'est arrivé que l'esprit m'a dit de ne pas faire ces choses-là, de m'avoir prévenu. Et après quelques temps, pas des jours, de quelques heures, la chose qu'il m'avait dit, c'était exact. Par exemple, il me dit, il ne faut pas aller là, etc. Je suis là, je n'ai pas écouté l'esprit, je suis là, et c'est passé une chose pas agréable, pas des choses graves, heureusement, mais des choses que si j'avais évité, c'était mieux. Voilà. Et dans les rêves aussi, vous avez des... Par exemple, qui a dit que je vous rencontrer ce soir. Mais ça, c'est pas désagréable. Hein? Non, ce n'est pas désagréable, mais... Et vous aviez le sentiment que vous alliez rencontrer quelqu'un ce soir? D'abord, je viens de l'église. Donc, j'étais déjà en phase de... Quelle église? Saint-Séverin. J'étais dans une phase spirituelle. Et puis... j'ai eu un sentiment très fort quand j'ai trouvé les livres et j'ai pensé la première chose à vous. Mais c'est pas d'aujourd'hui le livre. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, non, je n'avais pas les sentiments de vous rencontrer, mais bon, j'étais dans une phase comme ça. Oui. C'était une surprise, voilà. Oui, d'accord, oui. C'est une surprise et de toute façon, pour ce qui me concerne, il m'est arrivé souvent d'avoir des gros intérieurs qui me parlent. Il me donnait des conseils. Oui. Et le problème est que je ne les écoutais pas. Et oui. Donc, a posteriori, j'ai trouvé que c'est comme c'est quelqu'un qui veut me protéger. Donc, ces voix intérieures, je ne sais pas d'où viennent, étaient exactes. Il fallait faire exactement ce qu'il disait. Voilà. De toute façon, moi, c'est une voix, c'est en vous ou c'est une voix extérieure? Marié, c'est à moi. Non, pas voix extérieure. Par exemple, il m'arrive de me réveiller sans motif, quelqu'un me dit de l'argument, je ne sais pas, médecin, voilà, médecin. Et je vais chez les dentistes, et les dentistes me déçoivent complètement. Me fait une intervention sur les dents qui ne m'a pas plus imaginé, voilà. Et donc, la voix m'avait déjà prévenu le matin. Mais que c'est, ne va pas, bref, il m'avait dit. Et donc, moi, je suis allé quand même, et il avait raison, la voix, voilà. Oui. Oui, autre chose, que maintenant, avec la réflexion, je vous dirai la prochaine de théorie. Si vous voulez, je ne vais pas me dévoiler trop. D'accord. Ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Hein. Oui. Comme des parents aussi, parfois te donnent des bons conseils, et nous, on ne l'écoutait pas. Donc,
Il y a des bons conseils que vous n'écoutez pas, donc... il m'arrive de dire, il avait raison, il avait raison, il avait raison. Oui, le conseil, c'est toujours un peu sur l'avenir. Moi, pour ce qui me concerne ma personne physique, j'ai toujours eu des conseillers. Même dans ma tête. La solution par la tête, et le problème est que puis les vicissitudes de la vie te portent à ne pas écouter ces conseils. Et pour ce qui me concerne toujours, si je peux faire un plan de ma vie d'ici à l'avenir, il y a toujours une voix qui me dit ça ira bien. Ça ira ou ça n'ira pas. Voilà. Grosso modo, avec beaucoup de brouillard, Vous croyez avoir des anges gardiens, par exemple, ou des protections? Moi, je crois plutôt aux âmes des morts. Oui. Vous avez déjà été dans des centres où on peut Oui, communiquer? oui. Comment? Vous avez déjà communiqué dans des centres Oui. spirites? Je ne vais pas dire, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais j'ai eu des faveurs énormes. Je ne sais pas si la personne concernée est d'accord que j'étale ma vie comme ça. Parce que ce sont des choses qu'il ne faut pas trop dire. Hein. Ah oui, autrement, oui, ça vous porte malheur. Oui. Je peux dire que il faut, de toute façon, il faut être en contact très profond avec la personne. On ne peut pas que bien comme ça. Il faut, la personne te peut donner des choses extraordinaires. Extraordinaire vraiment. Hein. Vous parlez de... Attends, j'ai pas compris. Vous parlez de quelqu'un? Vous parlez de gens? Des gens qui sont décédés, ils peuvent te faire des faveurs. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si... Le problème, c'est je ne sais pas s'il veut que... Et comme on est dans l'univers mystique, je ne sais pas s'il veut que je révèle ça. Non, mais on peut en parler en manière générale, effectivement. Est-ce que les décédés, il faut leur demander, c'est la prière en quelque sorte? Vous les priez, vous aidez? Disons que c'est un dialogue. C'est un dialogue, la personne te répond. Vous entendez sa voix? Oui, il te parle. Vous parlez à travers un médium? Non, il te parle et puis il te fait des surprises très agréables. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, un jour, j'étais sans argent pour dire, et j'ai trouvé un gros billet dans la route. Voilà. Oui. Après avoir été en communication avec cette personne. Oui. C'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, dans votre vie. Vous l'avez connu vivant. Oui. C'est un aïeul. Quelqu'un qui est... Mais vous avez déjà essayé de communiquer dans la caméra, ne veut pas trop... Non, mais c'est un sujet à Paris, c'est très classique, cette question du spiritisme, de la communication avec les décédés. Il y a des centres à Paris publics où on va... ma mère aussi, hein. Ma mère a eu des faveurs à la sortie du cimetière. De toute façon, ce sont des choses qu'il ne faut pas trop parler parce que je ne sais pas, ces acteurs-là ne sont pas d'accord à dévoiler trop. Jusqu'à présent, vous n'avez rien dévoilé, hein, c'est simplement, évidemment que vous n'avez pas de... Mais le principe existe, hein, le principe existe. D'ailleurs, Allan Kardec, la France est le pays d'Allan Kardec, et le grand pays du spiritisme, en fait. J'ai des beaux livres, moi, tout ça. Hein. J'ai des beaux livres à la maison, j'ai pas encore le temps de les lire, mais... Le livre, j'ai surtout un livre sur la domination. Parce que il y a aussi une partie qui est la domination. Par exemple, vous, maintenant, vous exercez cette domination sur moi. Oui. Et une domination qui est subtile, et on ne peut pas le déceler, donc ça, il peut la personne peut faire de ta vie ce qu'il veut avec la domination. Voilà. Donc, ce livre-là, il t'apprend à être toi-même sans. Par exemple, les faits que je suis venu ici, je me laisse interviewer, je suis sous votre influence maintenant. Et donc, en plus, je prends même des radiations, là, me semble. Ah oui. Électromagnétiques. Sûrement. Et donc, maintenant, je m'en vais. Ben oui. Non, il ne faut pas... donc, il faut... Toutes ces discours de spiritisme, c'est très subtil parce qu'il peut avoir une influence d'une personne qui peut te changer toute la vie sans que tu le saches. Qui peut être moi aussi, je peux être quelqu'un qui change votre vie, ou vous changer la mienne, etc. Même un livre peut te changer la vie.
Même au livre. Moi, je suis à Paris pour un dictionnaire, imaginez-vous. Comment? Je suis à Paris à cause d'un dictionnaire. Ah oui? Et donc, C'est ça qui a déclenché votre présence en France depuis des années? c'est ça. Donc, il y a un livre, la lecture d'un livre, tu peux changer complètement l'idée. C'est voilà qui sont très importants les livres. Il ne faut pas les jeter parce qu'ils peuvent te changer toutes les idées. Oui, mais surtout quand c'est un livre qu'on trouve par hasard. Comment? C'est un livre qu'on trouve par hasard. Voilà, c'est un livre de... À propos des livres et de ces personnes décédées, ils m'ont donné tous les conseils diététiques et salutaires parmi les livres. Que, par hasard, comme vous dites, m'ont fait trouver des livres concernant ma santé. Donc, et c'était les mêmes choses que ces personnes disaient quand ils étaient vivants. Donc, c'est assez extraordinaire. Et vous croyez à la réincarnation, par exemple? Parce qu'on parlait de Oui, cycle. oui. Le karma, la réincarnation. Oui, je crois. Parfois, je me vois dans des vies passées. Des vies antérieures. Oui, même les structures physiques des maisons, tout ça. Oui, ça existe. La réincarnation existe parce que la vie terrienne et terrestre marche vers la perfection. Donc, autant plus tu vas vers la perfection, tu es moins perfectionné, autant de vie tu vas vivre. Alors, je voudrais qu'on aborde une question qui devrait t'inspirer. C'est qu'est-ce qui distingue les hommes des femmes au niveau? Est-ce qu'ils ont le même rapport au temps, par exemple? Comment? Est-ce qu'ils ont la même façon de vivre le temps? Est-ce qu'ils sont une façon... Qu'est-ce qui les distingue dans leur rapport au temps? Parce que c'est actuellement notre recherche. Rapport au temps. Est-ce que, par exemple, ton amie, est-ce qu'elle a le même rapport au temps? Est-ce qu'elle est plus impatiente que toi? Est-ce qu'elle cherche plus comment les choses vont se terminer? La femme est une autre nature. Il a plus de temps que l'homme, disons. Parce Oui. que la nature qui est porteuse de vie, etc. Ma copine n'a pas de temps. Il a un temps comme ça, mais n'a pas la sensation brûlante du temps que nous avons, nous les hommes. Oui. Que les temps qui échappent. Pour elle, déjà, c'est rien. Donc, ma mère, c'était pareil. Elle disait carrément, je suis intemporel. Donc, de toute façon, les temples n'existaient pas sur l'université occidentale. J'ai rencontré une femme italienne, elle dit, comme je vivais bien en Égypte, qu'il n'y a pas de montre. Et comme dit on écrivait, il n'est pas, je ne me rappelle plus qui a dit ça, il n'est pas les temples qui passent, c'est toi qui passes. Donc, les temples ne passaient pas. C'est toi qui passes. Les temples est immobile. Donc, l'année prochaine, à cette heure-là, il y aura toujours les fleurs des cerisiers, etc. C'est l'homme qui passe. Les temples ne passaient pas. Donc, et à mon avis, la mesuration du temple, c'est un stress terrible des sociétés occidentales. Et baser toute la vie sur les temples, c'est un stress qui crée même des problèmes psychologiques énormes. Je ne sais pas quel âge tu as, mais mettons que tu as 40 ans. Tu dis, j'ai 40 ans, je n'ai pas fait ici. J'ai 40 ans, je n'ai pas fait là. Et normalement, tu dois faire ce que ton corps et ta tête te dit de faire. Il n'est pas regardant. Il y a des gens qui ont un certain âge et commencent à dire qu'ils ne font plus rien, c'est bloqué complètement du point de vue psychologique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à la retraite, je ne fais plus rien. C'est la mesuration du temps qui est terrible. Justement, justement, la question des âges, tu penses que c'est la société occidentale qui a succession d'âge, il y a des choses qu'on fait à certains âges et pas à d'autres âges? Non, je ne vois pas. Grosso modo, je ne dis pas qu'une femme de 90 ans doit un mini-jour pour danser, mais grosso modo, tu peux être très jeune et grosso modo, je parle, je prends la prendre avec les pincettes, mais tu peux être très créatif et très jeune, et très passionné de la vie à n'importe quel âge, et très morte avec ça. Je trouve que la jeunesse à toi est très morte. Je trouve personnellement que les gens âgés, ils n'ont plus des sources de vie que les jeunes. Parce qu'ils sont très formatés par la télé, par toutes ces idées déjà reçues, donc ils n'ont plus la source de l'exubérance. Je me rappelle ma grand-mère, il y avait une vitalité exceptionnelle. Donc,
jamais démoralisé, jamais rien, donc il y avait toujours... grosso modo, il faut faire ce que tu as dans l'esprit. Ça dépend même de l'état de santé. Si tu es en bonne santé, il n'y a pas d'âge. Si tu es malade, donc ça commence à avoir un âge, même si tu as 20 ans. Alors justement, à propos de la santé, est-ce que tu penses est-ce que tu as un régime alimentaire? Il y a trop aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un régime? Est-ce que tu penses que il faut manger plusieurs fois dans la journée? Enfin, est-ce que tu as une recommandation? Je peux te dire, et je pensais à toi l'autre jour, en lisant l'article de la santé, que ton régime n'est pas bon. C'est pas bon parce que le régime alimentaire, c'est éviter les produits industriels. C'est un phénomène nouveau dans l'histoire de l'alimentation dans les dernières 60 années. L'industrialisation de l'alimentation. Par exemple, le régime que tu fais, viande et pamplemousse, c'est cancérigène parce que l'intestin de l'homme n'est pas fait pour avaler de la viande, est trop longue. Les lions à 3 mètres d'intestin, l'homme à 18 mètres. Donc, un homme qui mange continuellement viande, il se forme des processus de putréfaction intestinale, des radicaux libres, et donc des possibilités de cancérigènes. Sans compter que pour les viandes sont toutes traitées aux hormones, et donc là encore pire. Le régime doit être salutaire, doit être le plus naturel possible, éviter tous les produits sucres et sels, qui sont les ennemis de l'homme, l'alcool aussi, il faut éviter l'alcool. Pas les verres, hein. Le verre de vin, c'est ami, à mon avis. L'alcool, tout ce qui est industriel, bref. Regarde, maintenant, en France, il y a une condamnation terrible sur l'alcool, parce qu'effectivement, pas mal de bouteilles sont pasteurisées, industrielles. L'alimentation industrielle, c'est démoniaque, et cancérigène. Tous les pains surgelés, les préparés, les Kinder Max, Kinder Bueno, tout ça. C'est pas pour remplir les poches pour le Coca-Cola aussi, hein. Est-ce que par exemple tu as remarqué, puisque on parle de causalité, est-ce que tu as remarqué que quand tu mangeais certaines choses, ça avait certains effets sur ton corps, sur toi? Oui, il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce que tu travailles sur les rapports entre ce que tu manges et ce que ça te fait en toi? Si, c'est vrai. Bon, alors c'est comme ça qu'il y a 2 critères. Comme on dit en français, on juge un arbre à ses fruits. Oui, donc effectivement, si tu es en bonne santé, ça veut dire que ton régime alimentaire est correct. C'est pour cela que je mange l'ail. L'ail, il me donne de la force intellectuelle et physique aussi. Oui. Donc, non pour rien, les constructeurs de pyramides, ils mangeaient beaucoup, ils donnaient exprès de l'ail. Est-ce que par exemple, il y a des choses que tu manges, tu sais que ça va te rendre malade, tu le sais d'avance? Oui, si je vois... Tu peux déjà prévoir que ça va avoir des effets si je bois un Coca-Cola avec un sandwich industriel, je ne me sens pas bien. Donc je perds des forces. Voilà. Voilà, c'est ça. Au contraire, si je mange un bon poisson grillé, avec de l'ail... Est-ce qu'actuellement tu as une façon de te nourrir qui est bien déterminée? Si, je cherche d'éviter l'industriel, voilà, la nourriture industrielle, dans les limites du possible, parce que je ne suis pas Robinson. Quelle est ta façon normale? Quelle est ta façon normale? Quelle est ta théorie normale sur la façon de te nourrir? Éviter les sucres, les sels, éviter tout ce qui est industriel, voilà. La théorie normale est ça. Mais est-ce que si je pouvais avoir une champ avec la pomme que j'avais couillée, tirer les coups au coq, les préparer tout de suite, ça serait bien, mais on vit dans une ville, il faut s'adapter quand même. Mais est-ce que tu considères actuellement que tu es en bonne santé ou est-ce que tu... Je suis en mauvaise santé par rapport à l'asthme. Non mais tu sais que parfois l'asthme et ça lie à la nourriture. Il semblerait par exemple que toi... Ça fait 28 ans que j'ai l'asthme, je ne sais pas. Oui, peut-être. Par exemple, est-ce que tu considères que tu manges trop, que tu as un excès, il faut pas trop pondéral? Non, je ne mange pas trop. Il m'est arrivé dans les passés de manger trop, mais là, maintenant, n'est plus les cas. Je n'ai pas le temps. Moi, je suis une cuisine administrée, sur les autres qui ne m'administreraient pas, donc je n'aurais pas. Comme je mange dans la restauration collective, ce sont les médecins qui décident ce qui est la ration, donc je ne peux pas manger trop. Voilà. Quand j'étais chez moi, oui, il m'est arrivé. Je pensais que plus malade, bien je suis. C'est une erreur. Il m'est arrivé que dans la jeunesse, c'était faire ça. Les résultats, que j'avais un gros ventre et perte de force, c'était tout. Donc, bon. D'accord. Bon, écoute, je te remercie, David, de cette interview. Il faut que j'aille. Étouffé.
Je t'écoute, tu dis que tu vis une période très bizarre, ça m'intéresse. C'est bizarre de ma vie, Paris a l'offre culturelle, mais je n'ai pas la même offre habitative que j'ai en Italie. Donc, et là, les gens me prennent pour un fou, et disent, comme il a un villa en Italie, il reste ici dans la petite chambre et tout ça. Même mes parents ne comprennent pas. Qu'est-ce qui arrive? Mais ils commencent à me prendre pour un bizarre. Ce serait logique que tu reviennes en Italie et que tu puisses vivre dans des conditions plus agréables. Voilà. Mais en même temps, je suis habitué à cet environnement parisien, et donc j'ai du mal à faire ça, je n'arrive pas à prendre la décision. Donc, Ben voilà que là tu as un peu le profil de quelqu'un qui va voir l'astrologue ou le voyant pour lui demander des conseils. Pour qu'il peut. Tu aimerais que quelqu'un te. L'offre culturelle parisienne mais la culture. Est-ce que tu en profites? Moi je me tape la matérialité de la vie. Mais ce qui me paraît un peu étonnant, c'est que tu sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ne profitent pas de cette offre culturelle. Voilà. Et moi au contraire, Et toi tu en profites? Oui. Et comment tu en profites? Dans tous les sens. Bon, cette offre culturelle ne correspond pas à une offre de bien-être. Non, mais tu peux me dire de quelle façon tu profites de Paris? Je suis long de Paris et j'ai participé à la vie culturelle parisienne. Hein. Ah oui, par exemple? Partout je suis. Où il y a même un livre trouvé dans la rue, c'est déjà partie de la vie culturelle parisienne. Et à Paris, on trouvait pas mal pour les conférences, les rencontres avec les personnes. Oui. Des livres extraordinaires que produit la France. Ça, les livres, on peut les lire. Oui. On ne trouvait pas les mêmes livres partout. Et en Italie, si tu devais vivre en Italie, tu n'aurais pas les mêmes conditions? Tu n'aurais pas les mêmes agréments? La vie est bizarre, hein, on ne peut pas dire comment. Tu n'aurais pas les mêmes avantages ou les mêmes conditions? Ah non, Paris est Paris. Avantages, je ne sais pas, mais il y a de belles choses, de belles productions littéraires en Italie aussi. Mais ici, c'est plus mondialisé. Hein. Ici, c'est le monde. Paris est un peu comme... me dirais-je. C'est comme une boîte catholique qui reflète le monde qui assemble tout le monde pour les cracher après. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, ça fait déjà longtemps que Paris a cette vocation. Oui, ville lumière. Je ne sais pas si les autres capitales mondiales sont comme ça. Vous connaissez mieux que moi, vous êtes plus grand que moi, vous avez voyagé plus que moi. Et donc, je ne sais pas, notamment à Londres, c'est la même. À Londres, oui, bien sûr. Londres, New York. L'originalité, c'est ce qui fait que la grandeur de la France. Vous êtes contre l'entrée de la France dans l'OTAN? Oui, carrément. Il a fait une série de mystifications, Sarkozy. Donc, je voudrais vous demander comment vous vivez les 4 saisons, enfin l'année. Est-ce que vous êtes plus heureux? Je vais vous faire un exemple. Vous êtes astrologue. Si tu entres dans votre famille d'astrologue, je ne vais pas me mettre à dire je ne crois pas à l'astrologie. Donc le fait d'être à l'OTAN t'oblige à avoir la même pensée américaine. Donc là, c'est voilà. Qu'est-ce que Sarkozy dit tout le contraire? Je vais faire la mystification. Je vais vous poser une question. Comment vous vivez le passage de l'été à l'hiver et de l'hiver à l'été? Est-ce que vous êtes plus Lyon, j'adore l'été. Vous êtes malheureux en hiver? Non, je suis jamais malheureux. Chaque chose a ses avantages. Je suis plus concentré en hiver. Je trouve qu'en été, il y a un excès de sensualité. Ah bon, d'accord. Un excès de sensualité. Et ça détourne un petit peu l'esprit. Et est-ce que vous préférez la ville ou la campagne? Hein? Les deux. Est-ce que vous, par exemple, l'été, vous préférez sortir de Paris? Non, spécialement. Paris, tout le monde, hein, c'est une fois que j'arrive pas à sortir. Tout droit. Non, mais là, il y a un métro là. Hein. Non, il n'y a pas de métro là, non. Si. Non? À Corvisart. Mais vous n'allez pas aller à Corvisart? Oui, c'est bien. Ah bon, pour vous, la Paris et la campagne... On trouvait beaucoup de campagnes et villes, on trouvait beaucoup de villes et campagnes. Donc. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le modèle de ruralisation. Donc, Ah bon?
On revient vers les valeurs de la campagne? Comment? On revient vers la campagne? Bah oui, il y a des marchés bio. Si vous allez à la ferme de Paris, au salon d'agriculture, on est plein campagne, même si on est à Paris. Donc. N'est pas campagne, ça. Et pour la nature, il faut la chercher, peut-être même dans le balcon, peut-être partout. Il y a une association qui s'appelle Guerrilla FR qui se battent pour faire la nature sauvage en pleine ville. Vous préférez le matin ou le soir, la journée? Comment ça se passe pour vous, une journée? Ou la nuit? Ou vous préférez le jour, la nuit? Chaque heure a son charme. Les matins, on est plus plein de vie, et les soirs, est plus la calmie, donc les jours sont finis. Donc. Malgré, vous me disiez que les âges n'avaient pas une énorme importance pour vous. Bon, il y a des choses qui ont une importance, mais Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a des choses? Comment est-ce que la vie relative. Par exemple, vous préférez être plus âgé ou plus jeune? Je préfère rien du tout. Ça dépend de la santé, de l'état d'esprit, qu'est-ce que tu fais dans le lieu. C'est complexe la chose. Pas... Bien sûr qu'à 80 ans, tu ne te mettais pas à draguer les filles de 20 ans. Bon, non, mais grosso modo, l'importance est énorme, l'environnement. C'est tout, l'environnement plat, l'âge je crois que c'est l'important de la vie de l'homme, c'est la stimulation extérieure, l'environnement. Vous ne voulez pas vivre dans un endroit où il y a trop de montagnes ou trop de... Les personnes qui s'entourent aussi, donc les personnes qui s'entourent, c'est tout dans l'environnement plat, avec des gens idiots, donc... Est-ce que pour chaque âge, il y a des activités particulières? Non, je crois que non. 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 Même dans la littérature, il y a des gens qui ont écrit, Thomas de Lampedusa a écrit les Gatopard, donc il y avait déjà 70 ans. Donc. Non. Ça dépend de la personne. On peut être jeune à 20 ans, vieux à 40 ans, jeune à 60 ans, vieux à 20 ans, ça dépend. Toi, avec l'âge, et dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à la retraite, il ne faut plus rien. Alors là vraiment, c'est l'attente de la mort. Voilà. Et pour cette retraite, tu dois être valide.